tout le monde. On démarre notre journal avec la découverte d'un corps calciné à Bérennes-lès-Forbach, déjà le 17 mars. Après autopsie, il s'agit de Sébastien Abdelhadi qui avait disparu début mars. Son frère et les forces de l'ordre avaient d'ailleurs lancé un appel à témoins. Pour le moment, les premiers éléments n'ont pas fait état de lésions suspectes. Toutes nos condoléances à ses proches. Et pour le reste, on fait un tour d'horizon sur l'actualité du jour en images. C'est parti. 7 enfants ukrainiens ont intégré le groupe scolaire de la vallée de la Horne. Leurs camarades français passent du temps avec eux et ont même appris quelques mots d'ukrainien pour communiquer plus facilement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau et malheureusement, tout le monde n'y a pas accès de la même manière dans le monde. Pourtant, c'est un droit. L'occasion pour l'UNICEF de sensibiliser les écoliers de Velferdin sur ce sujet. À Rohrbach-les-Bitches, on a fait de l'eau une priorité au quotidien avec des ateliers et des sorties nature dédiés au développement durable et à la préservation de l'eau. Une borne mobile ou fixe pour mesurer le taux d'alcool d'une personne en temps réel après une soirée arrosée. Cette éthyloborne est une innovation mosellane et consolide la sécurité routière. On ne le présente plus maintenant, champion de France handisport athlète debout au semi-marathon de Paris le 6 mars dernier, vice-champion de France aux 1500 mètres indoor fin février à Nantes. Michel Munch, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va évoquer la saison passée, le beau démarrage 2022 et les perspectives bien sûr. Et en deuxième partie d'émission, on vous propose un focus sur la situation en Ukraine qui impacte notamment nos agriculteurs mosellans. Avec les coûts de production qui explosent, toutes les filières du secteur sont prises en étau, des céréaliers aux éleveurs. Et puis nous donnerons la parole à Natalia, née en Russie et installée en France depuis une vingtaine d'années. Elle revient pour nous sur le conflit actuel qu'elle déplore bien évidemment. C'est à retrouver dans quelques minutes. Et d'ailleurs, plusieurs familles ukrainiennes ont été accueillies à Valdouze et à Walchbronn il y a une vingtaine de jours déjà. Et 7 enfants ont notamment intégré le groupe scolaire de la vallée de la Horne. Ils ont d'abord visité les lieux pour se familiariser à ce nouvel environnement. Pour les aider et communiquer plus facilement, leurs camarades français ont appris quelques mots d'ukrainien et utilisent parfois la langue des signes. Reportage de Catherine Henrich et Thibaut Desmerlet. C'est une fin de journée des classes pour les écoliers du groupe scolaire de la vallée de la Horne. Une journée particulière car c'était la rentrée pour 7 enfants ukrainiens. Jeudi, ils avaient visité l'école de Valdouze-Walchbronn pour se familiariser avec les locaux. Lundi, c'était leur premier jour de classe avec leurs camarades français. À l'arrêt de bus à Walchbronn, Oksana attend le retour de ses 2 filles, Sofia et Liana. Elles étaient accompagnées de Christina Desmerlet, une habitante de la commune originaire de Moldavie. Elle les aide dans la traduction et dans les démarches administratives. Les 2 garçons d'Oksana, eux, sont rentrés à midi et ils ont raconté comment ça s'est passé. Les plus petits sont contents, ils étaient pleins d'émotions, ils ont raconté ce qu'ils ont fait à l'école, les jeux, les activités, ils ont tout raconté et ils étaient ravis. La famille d'Oksana est ravie de l'accueil qui a été fait ici, à Walchbronn. Ça se passe bien. J'ai été accueillie comme chez ma mère. Mais pour la suite des événements, elle a encore des doutes. Je ne sais pas, on y croit, on espère le meilleur. Elle ne met pas de côté la possibilité d'un avenir en France. Si c'est possible, oui. À Valdouze, d'autres jeunes Ukrainiens sortent du bus comme le jeune Vitali de 10 ans qui a retrouvé ses parents après les cours. Il en a profité pour jouer avec ses camarades français. Ces derniers se sont donné les moyens pour aider les jeunes Ukrainiens. On fait des signes un peu et des fois on apprend des mots en ukrainien ou en russe. Privet c'est bonjour en russe et Stratwesh c'est en ukrainien. Je suis allée sur Google Traduction et puis j'ai écrit tous les mots à peu près très utiles pour discuter avec eux et je les ai tous écrits sur une feuille. L'aire de jeu est aussi un bon moyen de s'intégrer. Ici à Valdouze et à Walchbronn, il y a une forte volonté pour que tout se passe bien pour les réfugiés ukrainiens. La rentrée des classes, c'est dans 6 mois. Et si votre choix n'est pas arrêté, pourquoi ne pas choisir le lycée franco-allemand de Sarrebruck ? 2 réunions d'information sont proposées pour les parents intéressés. L'une le mercredi 23 mars à la médiathèque de Sarreguemines à 16h30. L'autre le jeudi 24 mars au centre des congrès du Bourghoff à Forbach dès 17h. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, les bénévoles de l'antenne de Sarreguemines de l'UNICEF se sont rendus à l'école élémentaire de Velferdin. Ils ont expliqué aux écoliers que l'accès à l'eau potable fait partie des droits des enfants. Pourtant, dans le monde, certains y ont difficilement accès. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. On est un peu votre porte-parole.
Parce qu'il se peut que les adultes soient parfois pas respectueux des droits des enfants. Donc nous, on est là pour vérifier que tout se passe bien pour les enfants. Les enfants de l'école élémentaire publique de Velferdin ont fait la connaissance de ces bénévoles de l'UNICEF de l'antenne de Sarreguemines. Même si dans cet établissement, l'enseignante de la classe de CP fait déjà partie de ce groupe de bénévoles. Les femmes et les hommes au t-shirt bleu ne mènent donc pas que des missions d'urgence à l'étranger, ils interviennent aussi localement auprès des enfants. La date de l'intervention du jour n'a pas été choisie au hasard. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. La Terre est également appelée planète bleue du fait de la présence prépondérante de l'eau dont le cycle est immuable. L'eau est rare et c'est toujours la même eau, même pendant l'époque des dinosaures. Vous avez bien entendu Halim. L'eau est rare, il faisait mention de l'eau potable. C'était un des messages que les bénévoles de l'UNICEF sont venus passer aux enfants. Les sensibiliser sur le fait que nous, on a évidemment un accès à l'eau très facile et que dans le monde, ce n'est pas le cas partout. Donc l'idée, c'était de leur montrer que l'accès à l'eau est quelque chose de très important et qu'il n'est pas partagé pour tout le monde. Donc c'est un point important. L'eau est donc un droit. Dans les pays où il n'y a pas d'eau courante, ce sont les femmes et les filles qui vont chercher de l'eau et elles doivent parfois marcher plusieurs heures pour y accéder. Les membres du sexe masculin sont dispensés de cette corvée. 2 films ont été projetés aux écoliers sarregueminois pour illustrer cette réalité. En fait, il n'y avait que les garçons qui étaient dans la classe, il n'y avait même pas de filles. Après, ça a tout changé. Il y avait les filles et les garçons, ils étaient tous à la classe. Un changement rendu possible par l'installation de tuyaux et de l'eau courante. Parmi les droits des enfants figurent notamment le droit de grandir en bonne santé et celui d'être éduqué. Des conditions seulement possibles quand l'accès à l'eau est aisé. Et certains ont choisi l'eau comme priorité éducative sur toute l'année. À Rohrbach-Lebitch, une classe eau a été créée et différents ateliers et sorties nature sont proposés aux enfants. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Est-ce qu'une plante transpire? C'est l'expérience de ces élèves de CM1, CM2. L'objectif est d'observer le phénomène d'évapotranspiration. Ils ont placé une plante dans un bocal d'eau, l'ont fermée dans un sac plastique pour que l'air ne puisse plus passer. D'ici quelques jours, ils pourront constater l'évolution. Certains ont déjà leurs idées. Je pense qu'elle sera fanée et qu'il y aura plus d'eau dans le bocal. Cette expérience entre dans le cadre de la classe d'eau mise en place par leur enseignant Florian Wagner. Cette matinée était le premier atelier, mais d'autres sont prévus jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'objectif, c'était aussi de leur faire voir un petit peu les mesures qui peuvent être prises au niveau de l'eau, de sa préservation, de son utilisation, à l'échelle, disons voir, de leur vie quotidienne de l'école, à l'échelle du village, puisque la semaine prochaine, donc, nous ferons une promenade dans le village pour repérer les sols perméables et imperméables du village, et également à une échelle encore supérieure, lorsque nous irons à la maison de l'eau et de la rivière, pour retracer le chemin de l'eau de la source à l'étang, tout en effectuant des mesures d'acidité et de pH le long de notre parcours. Le découper. Pour l'accompagner dans ses projets, Élodie Frémaux, animatrice à la Maison de l'eau et de la rivière dans le Bas-Rhin. Elle a prévu d'autres ateliers avec les élèves, comme la création de décorations pour le jardin partagé de l'école. C'est de leur montrer simplement, j'ai cette image de poser des graines auprès des enfants. Et certains aujourd'hui vont apprendre des choses, certains vont retenir des choses, certains vont les réutiliser dans 2 semaines, 3 semaines, et certains peut-être dans 1 an vont se dire oui, il y a ce système que j'ai découvert à l'école. En plus de ce projet lié à l'eau, cette même classe va créer une émission de radio sur le thème de la réduction des déchets dans le cadre d'un concours pédagogique mis en place par le CIDEM. Pour certains, c'est l'eau. Pour d'autres, le breuvage est quelque peu alcoolisé, à consommer avec modération et en faisant attention avant de reprendre la route, bien sûr. C'est d'ailleurs sur cette thématique que nous vous proposons de découvrir une initiative mosellane, une éthyloborne, pour connaître le taux d'alcoolémie en temps réel chez une personne. C'est un reportage de Jean Milon. En quelques secondes, le tour est joué. Donc voilà, ici vous allez avoir l'indication. Et là, heureusement, je n'ai pas bu d'alcool. Donc, d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que sinon, on aurait pu voir un petit peu le résultat. Ce capteur électrochimique est du même acabit que celui dans les appareils des forces de l'ordre. Patrick et David, les 2 associés, commercialisent leurs produits depuis 1 an maintenant. En 2022, une centaine devrait être vendue.
Il est possible de le mettre sur un support, une table par exemple, ou bien de le fixer directement sur le mur, ou de le mettre sur un trépied comme ceci, pour pouvoir le mettre dans les salles des fêtes, les manifestations, les stades, dans une entreprise. Donc ça peut être sur de l'herbe, sur des pavés, ça tient partout. Des bornes éthylotest, il en existe déjà sur le marché. Le point fort de celle-ci, c'est son écran consacré à la diffusion de messages de prévention. C'est en partie grâce à lui que la start-up a été retenue pour le prix Innovation du concours de la sécurité routière. Déjà, c'est une reconnaissance, le fait d'avoir été sélectionné, une reconnaissance de notre travail. Et puis, ça va permettre aussi de nous faire connaître nationalement. Enfin, prochaine étape pour la start-up, s'installer dans de nouveaux locaux avec l'aide de la communauté de communes du Val de Fensch. Le prix du dispositif, entre 3 et 5 000 € en fonction du modèle. Vous êtes intéressé par le monde de l'industrie, du service à la personne, du commerce ou encore de la restauration rapide? Eh bien, un nouveau forum est proposé par Pôle emploi et la ville de Sarreguemines ce mardi 29 mars de 9h à midi. Près d'une vingtaine d'entreprises du bassin d'emploi de Sarreguemines seront présentes avec des offres à la clé. L'armée de l'air, de terre, la marine nationale et la gendarmerie seront également sur place pour informer sur les postes proposés. Alors, à vos CV. Et puis on fait un détour maintenant à l'angle des rues Fulrade et Douaumont sur le site en friche du bâtiment CESA, car un nouveau projet doit y voir le jour. Aware Corporate souhaite créer 19 logements meublés intergénérationnels. Coût global de l'opération 1,4 million €. Le bâtiment de 1000 m² ainsi que les abords seront aménagés. Les travaux devraient débuter en mars 2023 et durer 1 an. Une fois créés, les logements seront disponibles à la location. Et puis nous quittons le monde de l'urbanisme pour le sport maintenant avec notre invité du jour, Michel Munch. Alors, nous n'avons pas enfilé nos baskets sur ce plateau, mais c'est tout comme parce qu'on va évoquer avec vous les moments phares de ces derniers mois, à commencer par le joli palmarès de 2021. Et si on devait retenir que quelques événements de 2021, ce seraient lesquels pour vous? Ce serait le meeting international que j'ai fait à Maison-Alfort, où j'ai fait la 8e performance mondiale sur 1500 mètres avec un record de France. Puis les championnats de France de semi-marathon aussi à Paris, où j'ai fait champion de France. Et vraiment ma grosse satisfaction avec mon nouveau guide que j'ai eu depuis le mois d'octobre, le Mathieu Leroux, qui est d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable, où on a gagné le marathon de Paris ensemble et on a fait champion de France. Alors on reviendra sur la relation que vous avez avec ce nouveau binôme. On se souvient nous aussi en 2021 de cette petite cérémonie qu'il y avait eu en mairie avec votre j'allais dire coéquipier, mais c'est dans un autre sport, avec Nicolas Pfeiffer. En mairie, ça a été un moment important pour vous d'être célébré comme ça? Ah oui, c'était vraiment quelque chose de grand. C'était vraiment d'être célébré, d'être honoré par la ville de Sarreguemines qui nous suit au quotidien. C'est vraiment, d'ailleurs, je souhaite les remercier pour vraiment ce beau geste qu'ils nous ont fait à moi et à Nicolas Pfeiffer. C'était vraiment un grand moment que j'oublierai jamais. Donc on a fait un petit peu votre palmarès et les moments forts de 2021. En octobre, vous avez donc un nouveau guide, Mathieu Leroux. Comment ça se passe depuis octobre 2021 avec lui, côté course et entraînement? C'est comme j'ai dit avant. Mathieu Leroux, c'est un athlète de haut niveau, valide. C'est quelqu'un d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance inconcevable. Et puis l'alchimie s'est tout de suite bien passé entre nous. Donc les entraînements, on n'a pas encore eu l'occasion de s'entraîner trop ensemble pour l'instant. Oui, parce que vous n'êtes pas placé, la localisation n'est pas la même. Moi je suis ici, lui il est à Paris. Mais on pense partir en stage ensemble où on aura vraiment l'occasion de plus s'entraîner ensemble et vraiment de plus perforer au niveau national, voire surtout au niveau international. Côté entraînement justement, est-ce que vous avez des nouveaux objectifs à atteindre? Bah oui, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on sera au premier meeting international ensemble pour notre première compétition IPC. Ce sera le meeting de Poitiers. Et on continuera avec l'Open de Paris, il me semble, le 9 et 10 juin.
sans oublier un grand rendez-vous qui sont les championnats de France élite sur piste extérieure à Auch, il me semble le 18 et le 19 juin. Et on va, je pense, essayer d'aller à un meeting international qui est le meeting de Tunis, qui est après les championnats de France sur piste élite. Alors, sur certaines images, on a l'habitude de vous voir lors des courses, soit avec vos lunettes, soit avec un bandeau. C'est des conditions que vous mettez aussi en place lors de vos entraînements ? Oui, tout à fait. Maintenant, je m'entraîne plus que sur vraiment les conditions de course. À savoir qu'avec les lunettes opaques, déjà, je vois pratiquement plus rien. Donc, parce que ma vue elle régresse de plus en plus, voire elle va être à néant à suivre. Donc, il faut vraiment s'entraîner dans les conditions de course. En fait, comme j'ai couru à Paris là, il y a quelques semaines. Donc vraiment pour perforer, il faut vraiment s'entraîner et pas seulement faire les compétitions, mais s'entraîner aussi dans les conditions de course en fait. Et Mathieu Leroux justement est là pour vous guider. Oui, en fait Mathieu Leroux, sa voix, c'est mes yeux. Et il arrive vraiment à faire ce rôle à merveille. J'ai vraiment trouvé le guide qu'il me fallait. Et je pense qu'on va perforer, essayer d'aller le plus loin possible. En 2022, vous vous êtes fait aussi remarquer, donc fin février en devenant vice-champion de France sur 1500 mètres indoor à Nantes et le 6 mars dernier, champion de France handisport athlète debout, toutes catégories confondues, lors du semi-marathon de Paris. Il y avait un record au chrono ? Oui, c'est vraiment, je pense que c'est une de mes plus belles performances, je pense. On fait 1h15 sur semi-marathon, à savoir que moi je suis dans le noir complet. On gagne 8 minutes sur mon record personnel comparé au mois de septembre, ce qui est énorme. On était parti sur 1h16, 1h17, ce qui aurait été déjà un exploit. On fait 1h15, je crois, 17 secondes. C'est vraiment de super bon augure pour la suite. Donc je suis vraiment super content et vraiment très heureux aujourd'hui. Alors justement, la suite, c'est quoi ? Alors vous avez déjà donné quelques dates, en avril, en juin, le championnat de France élite, mais vous visez certainement autre chose, comme beaucoup d'autres athlètes. Oui, nous on vise surtout Paris 2024 qui sera chez nous, devant notre public, devant nos amis, devant nos partenaires, nos sponsors, devant tout le monde, en sachant que nous, les athlètes handisport, on a aussi un grand rendez-vous qui est l'année prochaine, les championnats du monde, qui seront également à Paris au stade Charletti. Donc on aura 2 ans de suite où on pourra perforer devant nos amis, devant la famille, en fait chez nous, quoi. Donc il n'y a plus qu'à s'entraîner et puis essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, on vous le souhaite. On souhaite que vous atteigniez avec Mathieu Leroux tous vos objectifs. Et Michel ne me contredira pas, je pense. Sous le soleil, c'est tout de même plus agréable pour courir. On regarde les prévisions météo de demain. Et puis juste après, on vous fera un focus sur l'impact de la guerre en Ukraine sur nos agriculteurs mosellans. À tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous l'avez sans doute remarqué, un peu partout sur notre territoire, les cigognes sont de retour. Les couples se sont déjà formés dans les nids et avec l'arrivée du printemps, des œufs ne vont pas tarder à venir s'ajouter. Hier, le couple le plus célèbre de Sarralbe a eu la joie d'accueillir leur premier œuf de la saison, mais malheureusement, il ne devait pas être fécondé ou pas viable car il a été cassé par la maman cigogne puis jeté hors du nid. Mais nul doute que d'autres œufs vont très vite arriver et on pourra suivre ça de près grâce à la caméra installée et aux internautes vigilants de la page Facebook Les Cigognes de Sarralbe en Moselle. Et on poursuit la semaine sous le soleil, toujours aucun nuage à l'horizon, mais pas d'évolution pour autant du côté des températures qui iront de 1 à 3 degrés pour les minimales et jusqu'à 18 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Victoriens et il fera jour de 6h31 à 18h52. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Décidément, le monde agricole n'a pas de répit. Après le Covid-19 et la pression économique de la grande distribution, la guerre en Ukraine enfonce encore plus le secteur de l'agriculture dans la crise. En effet, les coûts de production des agriculteurs explosent. Des céréaliers aux éleveurs, toutes les filières sont prises à la gorge par les prix de l'énergie et le coût des céréales qui s'envolent à des niveaux records. Exemple croisé en Moselle. Voici l'objet de toutes les craintes pour cet éleveur de porc. Les cochons de Jean-Marc mangent 7 fois par jour cette farine composée à 55% de blé. En ce moment, chaque jour de nourrissage lui coûte 1 248 € supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et pour cause, depuis le début de la guerre, le prix de la tonne de blé est passé de 294 à près de 370 €. Cette augmentation résulte d'une forte baisse des exportations de blé ukrainien et russe, les deux pays représentant à eux seuls près d'un tiers des exportations mondiales. Jean-Marc est actuellement dans une impasse car le prix du porc n'a pas suivi l'inflation des céréales. Le kilo est actuellement coté à 1,51 €. À l'heure actuelle, pour couvrir les frais, il faudrait minimum 2 €. On en est loin. Ça fait le grand écart au niveau charge, quoi. Cette problématique concerne tous les éleveurs et va progressivement se répercuter sur les prix de vente aux distributeurs comme cette boucherie. L'augmentation va se faire ressentir d'ici un mois, je pense. Je pense qu'on parle actuellement d'une quinzaine de % de hausse de prix. Dans notre domaine, tous les principaux produits et matières premières sont impactés. Je parle bien sûr de la volaille, de la viande rouge, du porc. La boutique va être contrainte de gonfler ses tarifs de 8 à 10% selon ses produits, mais les clients ne comptent pas changer leurs habitudes. Je veux vraiment aider les producteurs locaux, donc je continuerai à venir acheter à la boucherie. De toute façon, tout augmente, donc je vais faire évidemment un petit peu plus attention, mais je viendrai toujours dans ma boucherie préférée, évidemment. Mais l'inflation ne se limite pas à la viande et aux céréales. Albéric élève 200 vaches qu'il nourrit notamment grâce à ses parcelles. La semaine dernière, il les a recouverts d'engrais, mais la facture pèse lourd. Le prix de ce produit a quadruplé car il devient rare sur le marché. La Russie et l'Ukraine sont des producteurs d'engrais assez importants. Et avec les embargos qui sont pris actuellement par l'Union européenne et les États-Unis, les marchés sont perturbés et on n'est pas sûr d'avoir nos approvisionnements. Ajoutez à cela le prix de l'essence. Pour alimenter ses 9 machines, Albéric a besoin de 15 000 litres chaque année. L'augmentation des prix, si elle se poursuit par rapport à l'année dernière, va représenter un surcoût de entre 10 et 15 000 € de plus par an pour le budget carburant. Donc c'était mon salaire en 2021, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiet de la tournure des événements. L'ensemble de ces frais de production plonge les producteurs dans la crainte et l'incertitude, et ce, malgré des négociations concluantes avec la grande distribution au début du mois. On a fait passer des hausses, 3% de hausse. Aujourd'hui, il faudrait déjà renouveler ces démarches pour pouvoir répercuter les hausses sur la hausse de nos coûts de production. Les instances du monde agricole en appellent à la responsabilité de l'Union européenne et de la PAC pour sauver la profession d'un naufrage à court terme. Et pendant ce temps-là, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux Ukrainiens, notamment ceux arrivés sur notre territoire. Une aide que certains franco-russes soutiennent complètement. C'est le cas de Natalia, originaire de Russie et installée en France depuis plus de 20 ans. Au micro de Christelle Riviaco, elle nous donne son ressenti sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je m'appelle Natalia.
Natalia Beau, je suis russe et j'habite en France. Ça fait presque 20 ans que j'habite en France. En fait, au départ, quand je suis venue en France, franchement, je voulais revenir parce que j'avais mon travail, j'ai bien travaillé, donc j'ai bien gagné ma vie. Il y avait le moment que je voulais revenir. Il y avait les raisons pour lesquelles j'ai dû rester ici. Je suis restée ici et j'ai commencé à évoluer en France. J'ai commencé à apprendre la langue française, de me débrouiller, trouver le travail. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui est né en France, qui grandit en France. Quelle a été votre réaction en apprenant le début de la guerre en Ukraine? Je suis russe. Et vous savez qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale et c'était touché, chaque famille russe s'était touchée. Pour moi, la guerre, je suis grandie dans le moment qu'on a parlé de la guerre. Mon grand-père était à la guerre. Donc pour moi, c'était choc. Moi, je suis contre la guerre. N'importe quelle raison, je suis contre la guerre. Je préfère que tous les problèmes doivent être négociés, parler et trouver les solutions pour ne pas faire mal aux gens, aux enfants. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de la Russie depuis le début de la guerre? Vous ressentez de la colère, de l'incompréhension? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je pense que c'est parce que me touche beaucoup. Parce que j'aime bien l'Ukraine, j'aime bien l'Ukrainien, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Comme je dis, je suis grandie dans la culture ukrainienne. Ma mère, elle chantait beaucoup des chansons ukrainiennes. Et ça, pour moi, vraiment, j'aime bien les Ukrainiens. J'aime bien leur langue, j'aime bien leur culture. Et je voudrais bien que la Russie garde amitié avec ce pays. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, ça me touche beaucoup. Est-ce que vous avez encore la famille en Russie? C'est pas la famille proche. L'année dernière, j'ai perdu ma sœur et donc c'est resté juste la famille de ma sœur, c'est pas trop proche. Êtes-vous en contact avec eux? Oui. Comment ça se passe là-bas pour eux? Je parle pas avec eux de ce sujet. Je parle pas avec eux de ce sujet. J'ai mon avis personnel et si jamais c'est pas pareil avec... je veux pas convaincre les gens que... vous savez, voilà, donc s'ils pensent autrement, donc c'est leur avis personnel. Mon avis personnel, c'est à moi. Quelle place prend la guerre dans votre quotidien? Est-ce que vous en parlez souvent? Oui, on ne parle que de la guerre aujourd'hui. Ouais. Avec mes amis russes, avec ma copine ukrainienne, on parle souvent parce que franchement c'est tellement touchant, ça touche vraiment. Je regarde souvent sur internet qu'est-ce qui se passe, comment ça passe. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup de questions politiques quand même. Comment ça se passe pour vous de vivre en France en tant que Russe en ce moment? Est-ce que vous avez des remarques? Pas du tout. Pas du tout. Juste les gens me posent la question qu'est-ce que tu penses? Je dis je suis contre la guerre, point final. J'ai aucune remarque, j'ai attendu, j'ai regardé parfois sur le site internet que les gens on a des discriminations parce qu'on est russe. Non, je travaille, j'ai les amis français, j'ai jamais attendu. Juste les gens ils veulent savoir mon avis autant que le russe. Donc par rapport de mon nationalité. J'ai rien remarqué. Quel regard portez-vous sur le futur de cette guerre? En fait, moi, je voudrais bien qu'elle termine le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de victimes. Je voudrais bien qu'elle termine le plus vite possible. Et je ne sais pas même pas... D'habitude, j'essaie de faire l'analyse, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas même pas comment ça termine. Franchement, je ne sais pas. Mais je voudrais bien qu'elle se termine le plus vite possible. Et on termine notre émission sur ces propos. Merci de nous avoir suivis et d'être toujours fidèles au poste. Demain, retrouvez Margot pour un nouveau journal. À bientôt.